Télévision Futur Média avec nous ce soir, Madame Niasse Ndeye Nogay Babel Sow. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Babel Idéologie, un projet de société par l'Afrique et pour l'Afrique, lancé il y a cela quelques temps. On va parler politique et développement, mais arrêtons-nous d'abord sur l'idéologie de Babel. C'est quoi exactement? Alors déjà, merci pour cette invitation. En fait, Babel, c'est pas la référence, elle n'est pas faite par rapport à moi. Elle est plus faite par rapport à la tour de Babel. Et moi, j'ai pensé que ce serait un bon prétexte pour parler d'union, pour parler de réunion, parce que le peuple africain a été divisé. Et c'est dans cette logique-là que je me suis dit qu'il fallait peut-être mettre en place un blog pour pouvoir pallier à ces problématiques déjà géographiques auxquelles l'Afrique est confrontée, de par l'esclavage, parce que la population africaine a été très divisée. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, que je me suis dit que le blog pourrait aussi, en plus de pallier à ces barrières linguistiques-là, qu'il pourrait aussi aider par rapport à une vraie information, donner une vraie information de ce qui se passe en Afrique, intéresser les jeunes un peu moins à TikTok et à Snap, un peu plus à ce qui se passe dans le continent, et dans la même occasion pouvoir créer des perspectives d'avenir commun. Oui, alors donc pas d'idéologie réellement. Quelle est l'orientation, votre sensibilité, la sensibilité du blog? Alors l'idéologie, elle est claire, elle est panafricaine, elle est panafricaniste. Exactement. Moi je pense profondément, c'est ma conviction, que de la même manière que les idéologies communistes, les idéologies telles que le libéralisme ont pu s'étendre un peu partout dans le monde, et aussi par rapport à la durabilité. Moi, je pense que le panafricanisme doit pouvoir avoir des bases solides. Un travail doit être fait dans ce sens-là, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau historique. Parce qu'après les indépendances, il y a un travail qui devait être fait de discussion et de mise en place d'un système, de différents systèmes politiques, économiques et même social. Parce qu'il y a énormément de questions sur lesquelles on n'a pas de convergence. Et tant que moi, c'est mon intime conviction, tant que ce travail n'est pas fait, on risque de valser tout le temps vers des contradictions. Alors, le panafricanisme, justement, on a vu ces derniers temps, résonne davantage, beaucoup. Je pense au Sahel notamment, et ce qui s'y déroule. Comment voyez-vous ce renouveau, on va dire, du panafricanisme? Alors moi, je pense que si on essaie de faire une trajectoire historique en partant du précurseur Edgar William Dubois, passant par les différentes générations qu'il y a eu, dont les derniers les plus virulents, Kwame Nkrumah et ce genre de leader-là, moi, je pense qu'il y a comme vous le dites, il y a un nouveau souffle. Ce panafricanisme a un nouveau souffle qui est dû à la bonne information, parce qu'à un moment donné, la jeunesse africaine se pose des questions, se pose des questions sur leur monnaie, se pose des questions sur leur souveraineté, se pose des questions sur un ensemble de mécanismes qui l'entourent. Et c'est ces questions-là, moi je pense, qui ont mené à cette conviction panafricaine qu'on voit de plus en plus en Afrique et qui me réjouit à un degré inestimable. Et moi, sauf que les dirigeants qui, en tout cas, portent ce discours-là, sont aujourd'hui des militaires qui prennent le pouvoir par la force. Est-ce que ça aussi, ça, c'est un peu sur le côté politique. Tout à fait. Et moi, je pense que les jeunesses africaines ont d'abord essayé de faire entendre leur voix par les élus. Ces personnes qui ont pris le choix d'élire. Moi, je vais essayer d'aller plus loin que ce débat-là. Le problème qui se pose, c'est que vu qu'il n'y a pas eu un sérieux travail qui a été fait au niveau du système politique, est-ce que le système politique actuel sied à l'Afrique? Si on n'arrive pas à répondre à cette question, est-ce qu'il n'y a pas un problème de légitimité qui se pose par rapport aux dirigeants qui sont là? Oui, aux dirigeants qui sont élus démocratiquement.
démocratiquement, alors, voilà, démocratiquement, moi je pense que la démocratie à la base, c'était pas ce qui se passe actuellement dans nos pays. C'était pas ça. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. D'accord. D'accord. En politique, nous vivons l'ère des grands ensembles, pour revenir à l'idéologie. La culture idéologique a presque disparu. Est-ce que vous le regrettez? Un peu. Un peu. Parce que ce qui est bien avec les idéologies, c'est qu'en plus d'être intemporelles, elles créent des bases. C'est-à-dire que ce qui est bien dans une idéologie, c'est lorsqu'on adapte cette idéologie-là, on doit d'abord être d'accord avec ces bases-là. Et lorsqu'il y a une absence d'idéologie, de débat idéologique, les gens se sentent un peu forcés à accepter d'autres idéologies juste parce qu'il y a quelques bases de ces idéologies-là qui sied à leurs convictions. Sauf que de la même manière qu'il y a des bases qui sied à leurs convictions, de cette même manière-là, il y a des choses dans cette idéologie-là qui ne leur parlent pas. Et là, ça devient en fait l'Africain se sent ballotté entre des choses qu'il aime et des choses qu'il n'aime pas, mais face à une idéologie qui lui présente des choses qu'il aime, il se sent comme un peu obligé à adapter cette idéologie. Oui. Puisqu'on est au Sénégal, on va essayer d'être un peu concret. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se déroule en interne en termes d'offres politiques? Alors moi, je pense qu'il y a une très grande absence idéologique. Alors, je vais dire ça, bien sûr, par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais si je fais un recul par rapport à ce qu'on a vu lors des précédentes élections, moi, je pense qu'il y a quand même une avancée de ce point de vue-là. Et une avancée, il faut quand même le dire, qui va vers ce panafricanisme-là dont on parle. Il y a énormément de politiques qui, maintenant, osent défendre des bases qui sont très proches de l'idéologie panafricaine. Oui. Et au Sénégal, Babel idéologie est proche de quelle formation politique, de quelle sensibilité politique, pour être un peu plus nuancé? Alors, moi je dirais que Babel idéologie, et après, c'est un peu ça le problème qui se pose, c'est qu'à chaque fois qu'un blog, l'idée d'un blog ou de quelconque projet est émis par une personne, forcément la sensibilité de cette personne-là, enfin, le projet penche vers la sensibilité de cette personne. Et moi, je me dis, normal, non? Oui, mais ce qui est assez dommage dans la mesure où il y a énormément de choses qui peuvent se faire. Et c'est pour cela que vous le verrez, enfin on le verra durant nos échanges. Moi, le blog, je me contente juste d'écrire les articles. D'accord. Voilà, et d'être derrière la caméra. Mais tout ce qui doit être dit, ça c'est dit par les spécialistes, parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tout. Oui, mais vous prenez position quand même dans le débat public. Moi, ma position dans le débat public, elle a toujours été claire. Moi, ma position, c'est que c'est au peuple de décider. C'est au peuple de prendre des décisions. Et je rejoins énormément la vision politique de Mouammar Kadhafi dans le livre vert. Moi, je pense que la démocratie qu'on a ne nous sied pas. Moi, je pense que ça va être un lapsus qu'on utilise, même nous juristes. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est une démocratie directe. Alors, pour être concret, encore une fois, pour revenir au Sénégal, je rappelle que vous êtes membre fondateur de France Dégage, le mouvement de Guy Marius Sagna. Vous étiez même la première secrétaire générale nationale. Vous pensez toujours que la France doit dégager? Moi, je pense qu'il est primordial qu'on puisse avoir une certaine souveraineté dans énormément de questions. Moi, je pense que le franc CFA n'est pas une bonne monnaie, c'est ce que je pense. Pas parce que cette pensée, elle n'est pas gratuite. Enfin, vous vous en doutez bien. Je ne me suis pas arrivée à Bojo pour me dire non, moi je pense que le franc CFA, non. Moi, je pense que la souveraineté, elle doit exister. Moi, je pense que le rapport que la France a avec ses anciennes colonies, c'est un rapport très
très paternaliste. Oui. Et ça, par contre, ça ne doit même pas, au XXIe siècle, dans le contexte où on se trouve, ça ne doit même pas exister en réalité. La souveraineté, c'est le combat de tous les peuples, hein, en tout cas qui ont réclamé leur indépendance, mais l'approche du dégagisme, est-ce que ce n'est pas une offre politique un peu minimaliste, on va dire, un peu trop facile, que tel pays doit dégager pour être remplacé par un autre, par exemple? Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ouais. C'est trop facile. On est d'accord sur ça. On n'est pas. Et moi, je pense qu'il y a énormément. On sous-estime beaucoup la société civile. On sous-estime beaucoup le travail que fait la société civile au niveau intellectuel. Moi, je pense que France Dégage, par exemple, c'est un slogan. Oui. À la base, c'était une campagne. C'était pas un mouvement. C'était une campagne qui était liée à la monnaie, qui était liée aux bases militaires. Oui. Maintenant, derrière chaque slogan, derrière chaque campagne, il y a forcément des actes contre la France, on peut le dire. Ça, c'est après. Oui. Mais avant, il y a des réflexions qui ont été faites. Lorsqu'on se sent investi d'une mission, entre guillemets, souverainiste, d'une logique souverainiste, on essaie de faire passer des messages. Et c'est très difficile de passer des messages lorsqu'on est dans une ancienne colonie. Oui, et surtout lorsqu'on est dans un pays qui a besoin clairement d'investissement. C'est pour ça que j'insiste sur la France, parce que la France, quand même, c'est 1500 milliards d'investissements directs, 30 000 emplois, 250 entreprises françaises à Dakar. Faire carrément un mouvement injonctif avec un slogan aussi directif, est-ce que ce n'est pas un peu minimaliste en termes d'offres politiques? Mais la France, c'est aussi une présence militaire. La France, c'est aussi 50% de nos réserves dans leur banque. La France, c'est aussi une présence paternaliste qui permet à un ex-ambassadeur de dire que le Sénégal aura sa part. Les mots ont un sens. Tout à fait. Dans des échanges, dans des transactions, pour être plus précise, sénégalaises, c'est grave. C'est grave. Et moi, je pense que ces chiffres sont bien. Mais à un moment donné, il est quand même important de faire une comparaison. De comparer le pour et le contre. Et de se demander à qui profite. Qui profite de qui? Qui profite de qui? Peut-être la Russie, que vous supportez, peut-être, non? Alors ça, c'est une vision très, très, moi je dirais blessante, qu'on a la plupart du temps sur les populations qui veulent être souverains. Oui. Alors, il faut savoir que il n'a jamais été question pour quelqu'un qui est imbibé d'une logique panafricaniste et souverainiste de quitter un bourreau pour en rejoindre un autre. Bon, après, sauf que quand on regarde quand même les enquêtes qui ont été publiées concernant un monsieur que vous connaissez très bien, qui s'appelle Kémy Séba, qui travaille d'une certaine manière, en tout cas pour la Russie, on peut se poser des questions. Alors moi, je pense que je suis assez bien placée pour un peu répondre de ce que je sais. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que moi, je n'aime pas parler de ce que je ne sais pas. Oui. Et là, il y a une grande partie de votre question à laquelle je ne pourrais répondre parce que je ne sais pas. Mais de ce que je sais, moi qui ai été porte-parole internationale d'urgence panafricaniste, moi qui ai été coordonnatrice d'urgence panafricaniste au Sénégal et même vice-présidente internationale, c'est avec mes moyens, et ça c'est la première fois que je le dis, c'est avec mes moyens que la plupart des choses se faisaient. Mes moyens d'une bourse étudiantine, s'il vous plaît. Mes moyens d'une étudiante qui bossait avec son salaire. Et moi, j'ai eu l'occasion de fréquenter cette société civile-là, que vous dépeignez entre guillemets. Ah non, pas du tout. Je ne fais que poser des questions. Je ne fais que poser des questions et rappeler des faits. Parce qu'il y a une enquête qui a été publiée. Oui, avec Wagner, j'ai suivi. Oui, j'ai suivi de loin, certes, parce que je suis plus trop. Et c'est pas seulement Kémy Séba, il y a aussi Nathalie Yamb. Oui, mais moi je pense que dans l'idéologie panafricaniste, qui quand même a énormément de bases.
parce que ça, on oublie de le rappeler. Les gens ont peur de le dire. L'idéologie panafricaniste est assez proche de l'idéologie marxiste. Et c'est pour cela, en fait, que moi, je veux qu'on pose le débat. Moi, je veux qu'on dise, c'est ça l'idéologie panafricaniste. D'accord. Mais il faut savoir que personnellement, en ce qui me concerne, je n'ai jamais eu, en tant que vice-présidente, écho d'un quelconque financement ou préfinancement d'une quelconque entreprise venue du Kremlin. Russe ou du Kremlin. Mais il faut aussi comprendre que ce que veulent les libéralistes. Mais ça, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse apprendre les idéologies. Ça, c'est profondément idéologiste. On va en parler, on va revenir là-dessus, on va revenir au Sénégal. Comment appréciez-vous le temps politique que nous vivons? Alors, est-ce que je pourrais terminer déjà? Allez-y. Ce que je disais, c'est que le libéraliste veut être le paternaliste en Afrique. Et ils ont raison. De leur côté, ils ont raison. Norbert Zongo disait que le voleur qui nous vole a raison. C'est nous qui avons tort de nous laisser voler. Ils sont dans leur logique. Maintenant, c'est vrai qu'ils voient les Russes comme étant des concurrents. Sauf que moi, je suis d'avis que si ce que propose la Russie, c'est un partenariat, parce que lorsqu'on voit la trajectoire historique de la Russie, elle est plus à même de nouer un partenariat avec les peuples africains que l'Occident. Ça, c'est clair. Ouais, L'Occident n'est pas dans une logique... Vous prenez la Russie pour un modèle de gouvernance, de démocratie, de liberté? Non. On n'a pas il faut comprendre que le marxisme et le panafricanisme n'ont pas les mêmes bases non plus, parce qu'ils n'ont pas la même histoire. Mais ce que je dis, c'est clair. Oui. Ce que je dis, c'est que la Russie, si aujourd'hui vous voulez comparer l'idéologie libéraliste et l'idéologie marxiste, et que vous me demandez, moi, qui aime les idéologies, quelle idéologie se rapproche plus du panafricanisme, moi je vous dirais le marxisme. Très bien, on a compris. On a compris, je reviens à ma question, si vous le voulez bien. Oui. Comment appréciez-vous le temps politique que nous vivons au Sénégal? On s'achemine par exemple vers une élection présidentielle. Quel est votre rêve de l'après-Macky Sall? Alors mon rêve... Alors, est-ce qu'on peut rêver dans les moments où on est? Moi, je pense que là, les gens ne dorment même plus assez pour pouvoir... Je pense que le rêve, c'est devenu un luxe. Et moi, j'ai essayé d'écrire. Moi, mon rêve, c'est une reconstruction sociale et démocratique. Et c'est comme ça même que s'appelle le livre du Sénégal. Parce qu'il y a eu énormément Il y a eu énormément de choses qui sont passées. Et moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la population. C'est vraiment ça, en fait. Et moi, je pense qu'on doit aller vers une reconstruction démocratique et une reconstruction sociale. Parce qu'au niveau démocratique, moi, je pense qu'il y a des actes qui ont été posés qui nous ont fait reculer à un degré inestimable. Parce que pour pouvoir construire un pont, ça peut prendre 2 ans. Sauf que pour pouvoir avoir un droit, c'est un combat de centaines et de centaines d'années. Et lorsque ces droits sont violés encore et encore et encore, c'est difficile de rappeler aux gens que ceci est un droit. Et maintenant, les gens vont se remettre à mener un combat qui a été mené pendant 200-300 ans, par des actes qui ne peuvent même pas s'expliquer. Et moi, pour en revenir à votre question, mon rêve, s'il m'est permis de dormir assez, si le Woyofal ne s'éteint pas, moi, mon rêve, ce serait cette reconstruction démocratique et sociale-là. Et surtout, le tissu social sénégalais, il a été beaucoup endommagé. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette période de troubles que vous évoquez là, au-delà du recul démocratique que vous semblez pointer? Les divisions au sein d'eux? Les divisions qui ont été faites au sein de la société. Ce discours divisionnaire, ce discours... haineux? Oui, et voilà, moi, c'est tellement difficile d'en parler. Que je ne sais pas si les gens ils se rendent compte, mais je pense que le peuple sénégalais a vécu une période très très difficile.
Et là, la grande question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est face à un peuple sénégalais ou à une nation sénégalaise? Est-ce que là, on peut toujours parler d'une nation sénégalaise, vu la manière dont les choses ont été faites, la manière dont cette population a été divisée, sur des débats, moi, que je ne pensais jamais vivre comme à mon époque, comme les débats ethniques, comme les débats sur le sudisme, comme... c'est tellement... Je ne sais pas si on se rend compte à quel point on a reculé, à quel point cette nation sénégalaise a reculé, mais c'est très grave. Et les sociologues vous diront certainement qu'il nous faudra du temps pour reconstruire tout ça. Très bien. Dernière question sur votre blog. Donc, mercredi prochain, vous allez publier un article pour parler de l'économie. Quelle sera la substance, si on peut en savoir on va plus? parler du système économique africain, les bases. Et c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on a eu le docteur Ndongo Samba Sylla, qui va faire une étude approfondie dessus, parce que moi, j'ai fait de l'économie, mais je ne suis pas économiste, je ne suis pas docteur en économie, moi, mon domaine, c'est le droit, et moi, je pense que chaque personne doit être affiliée à son domaine. C'est pour cela qu'on a eu vraiment l'honneur et le grand plaisir de pouvoir demander à M. Sylla de faire un topo actuellement. Peut-on parler d'un système économique africain? Quelles sont les bases? Vers où va-t-on? Et voilà. Merci beaucoup, Ndeye Nogay Babel Sow Niass, fondatrice de Babel Idéologie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve demain avec Maître Augustin Senghor, invité exceptionnel Soir d'Info. Demain, Maître Augustin Senghor sera notre invité exceptionnel. Nous allons parler de l'actualité du football. Mais un peu plus tard dans la soirée, retrouvez aujourd'hui, tout à l'heure, Pape Ngagne Ndiaye avec le journaliste Cheikh Yérim Seck. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.